minutes. Alors, je prends 5 minutes de plus. Nous avions vu, écoutez, je reviendrai sur ce qui particularise chaque science, mais je vous avais dit, c'était d'abord quel est l'objet qui étudie cette science, quelle est sa raison formelle, c'est-à-dire l'angle sous lequel elle étudie cet objet, ainsi que les méthodes qu'elle utilise pour étudier cet objet. L'historique, on en a déjà dit un point, et je voulais, les opérations de l'intelligence, je vous avais parlé de ces 3 opérations fondamentales, l'appréhension de la signification universelle, la formation des concepts qui correspondent aux mots du langage, c'est le premier degré de l'intelligence. L'assimilation de la signification. Ceci est une table, ceci est un stylo. Le mot stylo, le mot table, ce sont des concepts que mon intelligence fabrique naturellement parce qu'elle est capable de distinguer la signification déterminante de cette réalité et ce qui est secondaire. Et ça, je fais ça automatiquement. Je dis, vous êtes des êtres humains, j'ai laissé de côté l'aspect secondaire de la couleur de la peau, de la race, de la culture, pour toucher l'universel, homme. Deuxième niveau, c'est le jugement, qui se compose de différents concepts et qui me permet de rejoindre la réalité. Cette table existe, cette table est en bois. Le jugement, il est complexe. Et puis il y a le raisonnement qui se combine de différents jugements. Avec l'exemple classique du syllogisme, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels. Conclusion, Socrate aussi est mortel. Syllogisme. Les limites de la science. Je vais terminer là-dessus en 3 minutes. Je vous avais parlé, dans l'aspect historique, de la griserie qu'il y a eu de l'expansion scientifique et technique en Occident à partir du XVIe siècle. On a cru que la science pouvait tout expliquer. Je vous ai quand même montré épistémologiquement qu'il y a des domaines qui échappent totalement à la science. Tout ce qui n'est pas mesurable, tout ce qui n'est pas quantitatif, échappe aux sciences modernes. Bien. Mais il y a aussi des limites intérieures à la science, qui ne sont apparues que très tardivement. Alors je vais d'abord parler des mathématiques. Nous considérons tous les mathématiques comme la connaissance la plus exacte, la plus rigoureuse, la plus certaine. Les raisonnements mathématiques comme étant les plus certains, les plus précis, les plus exacts, les plus clairs. À la fin du XIXe siècle, les mathématiciens ont cherché un fondement logique ultime aux mathématiques pour ramener tous les types de démonstrations mathématiques à des premiers principes. C'est ce qu'on a appelé l'effort de logicisation des mathématiques. Cette ambition, ce projet de ramener toute recherche mathématique à des premiers principes universels, la logicisation, a connu un terme final avec un mathématicien qui s'appelle Gödel, le théorème de Gödel. Gödel a démontré mathématiquement que pour tout système d'axiomes, il y avait des propositions indécidables mathématiquement, dont on ne pouvait pas dire si elles étaient vraies ou si elles étaient fausses. Donc, le grand mathématicien qui a, j'allais dire, ruiné la certitude absolue des mathématiques, c'est Gödel. Il a élaboré tout un théorème mathématique que personne n'a réussi à contredire, qui prouve que pour tout système d'axiomes, il y a des propositions indécidables, dont on ne peut pas dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Donc, limite interne à la connaissance mathématique. Ça a été une révolution dans le monde mathématique, de montrer que les mathématiques avaient leur fragilité et leurs limites intérieures. Le deuxième en physique,
c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Ce mathématicien et ce physicien, c'était dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20-30. Le principe d'Heisenberg, c'est qu'une particule en physique, si vous saisissez sa vitesse, vous ne pouvez pas dire quelle est sa position. Et réciproquement, si vous déterminez expérimentalement la position d'une particule, vous ne savez pas à quelle vitesse elle se déplace. C'est quand même gênant. Principe d'incertitude. Maintenant, si je me tourne du côté de la génétique et du côté de l'astrophysique. En astrophysique, 80% de la matière de l'univers et de l'énergie de l'univers, on appelle ça la matière noire et l'énergie noire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ignorance totale. On mesure par les observations et